La Tanzanie regorge d'innombrables merveilles naturelles. Elle est réputée pour sa beauté et la diversité de ses paysages, mais aussi pour la richesse de sa faune et sa flore. Cependant, comme partout ailleurs, cette richesse naturelle exceptionnelle est gravement menacée. Yo yo yo, ça fait 24 heures depuis la Pugu Forest et je me trouve actuellement au village Gongo au nord de Dar es Salaam. En gros, pour la faire courte, Charles, qui bosse dans l'école française à Dar es Salaam, il a une collègue qui s'appelle Margot et Margot, elle est volontaire pour l'association Sana. Cette association, elle a notamment pour but de restaurer le corridor écologique de Kikwati qui relie le parc national de Sadani à une rivière. Et il se trouve que le corridor, il passe juste à côté du village Gongo. Et il est emprunté pendant la saison des pluies, surtout par des gros bestiaux, style des éléphants et des buffles. Ces dernières années, les villageois ont augmenté leur surface agricole, au détriment du corridor. Ce qui fait qu'on se retrouve avec des gros animaux qui, pour rejoindre la rivière, préfèrent carrément passer à l'intérieur du village plutôt qu'emprunter le corridor. Et c'est assez problématique puisque les éléphants, ils ont tendance à défoncer un peu toutes les infrastructures et surtout à se régaler dans les champs d'ananas. L'association Sana a mis en place une multitude de solutions pour travailler avec les locaux et créer une communauté qui saura se réconcilier avec la nature. Comme ça, je peux vous citer par exemple la récolte de graines et la reforestation, la création d'un dispensaire, l'éducation des futures générations. Et qu'est-ce que je viens faire moi dans l'histoire ? J'ai rencontré l'équipe de Sana à Dar es Salaam, on a bien papoté et ils se sont dit écoute, ce serait cool si tu fais une vidéo, puisque je leur ai dit que j'étais vidéaste. Puis j'avoue que l'idée d'être dans un village paumé en Tanzanie, entre la savane et la forêt, à la lisière d'un parc national, ça me faisait pas mal kiffer. Là, je viens d'arriver au camp Sana. C'est un camp juste à côté du village Gongo qui peut accueillir jusqu'à une trentaine de volontaires. Mais là, actuellement, comme on est début septembre, il n'y a pas grand monde dans le camp. J'ai déjà fait la rencontre de Geoffrey et Johnson qui bossent pour Sana depuis un peu plus d'1 an et ensemble on a déjà planifié un programme bien chargé. On a quand même pas mal de trucs de prévus puisqu'on va aller voir l'école, le dispensaire, les villageois, la ferme. Enfin bon, il y a beaucoup de trucs de prévus. Putain, il y a un super papillon là, il est magnifique, la dinguerie. Là, ils m'ont laissé un petit moment là pour découvrir mon environnement. Alors ce qui est trop cool, c'est qu'il y a plein de singes vervés et de blue monkey. Donc j'en ai vu un tout à l'heure qui était juste au-dessus du toit, donc c'est trop cool. Là je viens de placer mon piège photo près de la forêt parce qu'en fait il y a la lisière de la forêt qui est vraiment juste au fond du camp, donc c'est trop cool. Donc on a déjà bien rempli les 2 prochaines journées là. Ce soir ça va être chill, on va aller manger au village, ils m'ont fait visiter, etc. Il y a un match de foot aussi organisé demain. C'est prévu que je reste 3 nuits au camp et j'espère que ça va être plutôt cool. Du coup, c'est parti pour le dernier chapitre de cette expédition tanzanienne où je compte vous présenter la vidéo que je vais réaliser pour Sana, avec bien sûr mes aventures pour enrober tout ça.
Vous l'aurez compris, dans cette vidéo, il ne sera pas seulement question d'observation animalière. L'ONG tanzanienne Saving Africa's Nature, SANA, collabore avec l'association française ISA, qui vise à assurer la préservation de l'environnement et de la biodiversité. Dans cette première partie d'interview, nous allons nous concentrer sur les différentes solutions mises en place par les associations afin de favoriser une coexistence harmonieuse entre communautés locales et animaux. Et je laisse Johnson piloter tout ça puisque c'est un petit peu lui le chef d'orchestre. My name is Johnson. I work here at the Sun Organizations. I work more at the conservation projects as a greenhouse manager to grow the trees, because we have the project to restore the corridors here. We have the conflict between the animals and the farmers in this village. So the things that I used to do also is to try to help the farmers by teaching them some methods and techniques that they can use to put in their farms in order to prevent the elephants in their farms area. And some of the farms we see it's really work very well. Like we teach them for how to, they can put a chill fence, for how they can use a chill gun when they saw elephants, and some of the ways it's really work very well. Jina langu ni Mohamed Shaban Lupia, ila jina langu maarufu ni Tabu Shaban. Shughuli zangu ni mkulima wa matunda ya mananasi. Mimi nimeanza kulima mananasi tangu biashara 1998 na mazao yangu makuu ya biashara ni mananasi, lakini sasa nakumbana na changamoto nyingi za uharibifu wa wanyama. Wanyama wananisumbua sana huku ni tembo. Tembo wanasumbua sana. Nyani, nguruwe, hasa tembo wanasumbua sana. Lakini nikashukuru Mwenyezi Mungu, alikuja dada mmoja ni Mfaransa. Jina lake namjua kwa jina la Magu. Yule dada akaja kwa mradi huu wa pilipili huu. Akaja akanishauri kwamba nipake pilipili, kaninunulia vitambaa hivi, akalima kwanza pilipili yeye kutumia, nishukuru dada watu, kupaka kununulia vitambaa na kulima pilipili kwanza. Nikaanza kufunga humu, akaleta utaalamu, akaletea mashine ya kusagia hivi pilipili zile. Bado mimi nikajiongeza kiakili kwamba nikaongeza na nikaweka chili kwenye chupa hizi pilipili hizi. Lakini baada ya kunaweka mwaka karibuni wa 3 au wa 4 sasa hivi wanyama wa tembo kusema kweli. Ila sasa hivi kuna kiamezi kingine sasa hivi kinanisumbua kidogo au sana. Nguruwe. Wananisumbua sana, mazao yangu ya biashara wanayaharibu sana, wanayasumbua sana. Ila upande wa tembo nashukuru. Wametulia kabisa sasa hivi, hakuna kutokana na pilipili na oili kuweka kwenye vitambaa. Ila sasa hivi nguruwe nao wananisumbua sana. Hii ndio tatizo kubwa sasa linanikabili katika zao langu la biashara la mananasi. Hata wewe mtaalamu kama utanishauri au kama utanipa msaada. Quand j'étais chez Charles à Dar es Salaam, j'avais observé un petit oiseau au bord de la piscine, un Suimanga à poitrine rouge. Il était magnifique. Au village Gongo, parmi les plantations d'ananas, nombreux étaient les Suimanga appartenant à d'autres espèces. Et j'ai réussi à photographier le Suimanga bifacié ainsi que le Suimanga à collier. Les mâles Suimanga ont un magnifique plumage métallique brillant, tandis que les femelles arborent un plumage plus discret. Je sais que ça ressemble à vous savez quoi, mais il ne faut pas confondre les Suimanga et les colibris, qui sont bien 2 familles d'oiseaux distinctes, bien qu'ils aient développé des caractéristiques similaires, comme leur petite taille, leur bec fin et leur penchant pour le nectar. Les Suimanga forment la famille des Nectarinidae. Ils sont originaires de l'Ancien Monde, principalement présents en Afrique, en Asie du Sud et dans certaines régions de l'Océanie. Tandis que les colibris forment la famille des Trochilidae et vivent exclusivement dans les Amériques, du sud de l'Alaska jusqu'à la Terre de Feu, avec une diversité exceptionnelle dans les régions tropicales d'Amérique centrale et d'Amérique du Sud. Les Suimanga sont capables de faire du vol stationnaire pour butiner, mais ils se posent souvent sur les fleurs lorsqu'ils se nourrissent, car leur vol n'est pas aussi agile que celui des colibris. Certes, les Suimanga ont un bec long et incurvé, adapté pour extraire le nectar, mais ils se nourrissent aussi d'insectes pour compléter leur alimentation en protéines, ce qui les rend moins dépendants du nectar que les colibris.
Ce qui est sûr, c'est qu'on est quand même face à un bel exemple de convergence évolutive. My name is Sephania. I'm one of the staff at SANA and our conservation department. I'm working as an agroforestry specialist and also I'm working in this seed bank. So I have 1 degree on the botanical science. So I have an interest and passion on trees. We are in this container, we use it as a seed bank, and where this idea came from, we go to the forest. As we know that Gongo village is located in a corridor where animals pass from the Sadan National Park via Zaraninge forest, then they go to the Wam River to search for the water. As SANA, we decided to go and visit the area and do research over there, and we realized there are more than 48 species. So we go to the National Seed Bank to see if we can get the seeds, but unfortunately we get only 4 species there. So we decided to have this seed bank so as we can have our own seed, which we collect ourselves and the community from the nearby village and in this village. Until now, we are still collecting the seeds, and we have more than 400,000 seeds in our seed bank, but of 27 species only. When we go to the field, to the forest, and we take the seed, we don't take the seed from the ground, but we pick the seed from the tree. After then, if you know the local name, you can write the local name, and if you know the common name, you can write the common name. If you know the scientific name, it would be better. You can record all this. For this seed, we call it Mshanga and local name. So as scientists, we know that the common name of these seeds are leadwood. The scientific name of these seeds are Adenonthera pavonia. So we know this kind of species, so it could be easy for us to record all this. After then, we have to pick the seeds. After picking them, you have to dry them. After drying, you have to test the viability. Like here, we are testing viability of the seeds. So if 75 of the species have been germinated, we know that these seeds are good, so we can keep them and store them in our refrigerator and freezers. We have to do vacuuming, removing all the air inside, so as we can keep this seed to stay for a longer time and avoid it to be viable. And we have a variety of species we keep in this degree Celsius. It can stay for more than 10 years. So we have 2 fridge, and we have this one. This is freezer. So there are some seeds which you have to keep them in negative temperature. Like this is negative 24 degrees Celsius. So why we keep this in this temperature? Because when you keep in this negative temperature, they can stay longer for more than 30 years. This seed of Acacia Senegal, and most of the Acacia species, we keep them in this temperature so that they can stay for a long time. We are now at the greenhouse. As we said, our main aim is to plant the tree. So the main function of this place is to produce the seedling of the trees. This place is linking together the seed bank, because at the seed bank it's a place that we use to keep the seed. But the place to grow seed is here in the greenhouse. So for example, the kind of these trees, it's called Trichilia imitica. In Swahili we call it mtimaji. So it's one of the best trees, the native species in Africa. That's why we choose this species to plant here at the greenhouse. These trees we call it mkongo in Swahili, but in a scientific name we call it Afzelia quantensis. This tree, it's one of the best trees in the wild, because it's having so many functions in the wild. First of all, it's supporting the soil fertility, but also this tree, it's also allowing other trees to grow in very well, because our main purpose, as we said, in this project is to restore the corridor. And this is one of the native species and one of the best trees in the corridor in the forest. So many people they like, but also it used to play very well a role in ecological. It provides the habitat, and even the seed, the monkeys they like to eat. But also the flower of this tree, it used to produce a red and yellow flower. This flower has something sweet, so it's also attracted some insects. They used to come when there is a flower season in this tree. The insects, they used to come close in order to have some food and the nectar of these trees. So here, the one who work more, it's me. I have also my team, the SANA team, that they used to give me support, but also I got support for the students. We have some season that the volunteers, they used to come in the month.
They stay with us, they help us to plant the seed. We take seed at the seed bank, we grow them at the greenhouse. But after tree, they have already growing very well, and we saw they can survive outside. We take them here at the shading area. That's why behind me here you can see some trees that they are already starting to grow. So here we take them for a few months, and we try to let this tree to adapt the outside environment. So we want to allow the native trees species, but also we used to plant the fruit trees, like you can see papaya here. And why we plant that? This is in order to engage the community with us, because if you want them to interact with us, sometimes we used to give them the papaya tree so they can plant in their home. Yeah, here we are at agroforest demonstration farm. Most of the people and farmers in this village, they cultivate a monoculture. So they do cultivating always maize. They always expanding the area so they can get a lot of yield from maize. They just causing the conflict with the animals. And as Sana, we like to live in harmony with the animals. That's why we come with this idea of having a small plot cultivation. As you can see here at our farm, we have line for trees, and also we have line for crops. So we have a lot of fruit trees here. We have orange, we have mango, we have Mandalian orange, we have banana trees, and this is cocoa. Like we have pineapple, we have eggplant, we have onions, and some veggies. And we believe we can harvest a lot of fruit from this farm. All this activity, we engage the community. So they come here every Tuesday and Saturday. They come to work with us and help us on all these activities like planting and all this kind of activity we are doing here. So we try also to give them the training about the agribusiness. If they come like a group of the youth of this village, they learn it, and they got a profit through the vegetables that they can have a market. But also we try to give them training about the agriculture, because we know if the youth can be, they will also be a good ambassador of this community. Yeah, and here this is a cocoa. We also cultivate cocoa in this agroforest demonstration farm. Okay. Bon bah voilà, on y est, on est en plein milieu du corridor, celui emprunté par les éléphants et les buffles pour rejoindre le parc national Sadani jusqu'à la rivière. Et là, tous les arbres que vous voyez derrière moi, ils ont été replantés pour le projet de reforestation de Sana. So we are now here at the reforestation site, and it's a part of the wildlife corridor, place that animals they used to cross from the Sadan National Park to Wami River, and we know they cross for the different reason for mating, to find food, and especially water, because this national park is from the place, and sometimes it's very dry, so the animals they use to migrate to find the water, like elephant and other animal. So as we see in the previous, we have a conservation project. We saw the seed bank, we collect seed in the greenhouse to grow the trees, and here is a place that we plant our trees. You can see some of the trees that we plant. They are now very big, they are now already grown. So our plan is to make sure we are going to restore all of this corridor, more than 59 hectares, and we are already starting to restore and to plant the tree, because our plan is to make sure we are going to restore all of this place in order to avoid this conflict between the animal and the Gongo community. My name is Isaias Dixon. I came here in last year on August, so I met Mr. Costa. Sadan Business is a new project, but it started like 8 or 7 years ago. In here in Tanzania, we have 3 kind of bees that making honey. We have Apis mellifera, Litolea, that we use in this coastal region. Coastal region all like Tanga, Dar es Salaam, Pwani, Zanzibar. They are very small and very dangerous, we can say this, because they sting harder than others. And we have Apis mellifera monticola. These are for the mountain. Mount Kilimanjaro, Meru. Apis mellifera scutellata. That is for savanna regions. First, what we decided from the community is when we give them education,
we will collaborate together. They can start their mission of beekeeping, but we offer them market, that we will buy anything from them and we will sell for our market and we will repay them. J'ai pas encore abordé le sujet depuis le début de cette aventure en Tanzanie, mais il se trouve que j'avais emmené avec moi mon piège photo. J'ai essayé de le placer à plusieurs endroits au cours de l'expédition, mais comme on ne restait jamais très longtemps au même endroit, j'ai eu aucun rush de vraiment intéressant. Sauf un. En effet, le premier jour quand je suis arrivé au village Gongo, j'ai décidé de placer mon piège photo dans un petit bois, non loin de ma chambre. Quelle ne fut pas ma surprise quand j'ai découvert les vidéos à la fin de la semaine. Voici une antilope musquée, également appelée Sunni de Zanzibar. Et ouais, c'est une antilope mais miniature, mesurant 30 à 40 cm de haut au garrot, pour un poids compris entre 4 et 6 kg. C'est un chat quoi. On retrouve principalement l'espèce sur Zanzibar, la forêt de Jozani comprenant une importante population, mais d'après iNaturalist, elle est également présente dans les régions côtières du continent, dans les zones boisées et les forêts denses. Le Sunni est principalement nocturne et crépusculaire, restant caché pendant la journée pour éviter les prédateurs. Les mâles possèdent de petites cornes étroites et légèrement annelées, tandis que les femelles en sont dépourvues. Le Sunni reste un animal très compliqué à observer, en raison de ses mœurs, sa petite taille et sa timidité. Donc j'avoue que je suis plutôt content que l'un d'eux soit passé devant mon piège photo. Hello everyone, my name is Salim. I am the camp manager of Miseni Retreat. Miseni is a camp which is available just outskirts of Sadani National Park. We are like 2.5 kilometers from the national park. Miseni Retreat is an ecotourism camp, which means we are doing ecotourism, we doing the volunteering work. Officially, Miseni has been established from 2017. Miseni, we are collaborating with one of the non-government organizations, goes under the name of Sana. All together, we are helping back to the society. Like here, we are very close to the Gongo village. So we receiving volunteer who they come here with a different purpose. We hosting them here in terms of shelter and until the last of their stay. During migration, animals that have their corridor to migrants from one spot to another one. And in Tanzania we have more than 20 national parks and they are not really far from each other. Like where we are outskirts of Sadani, the nearest park is Mikumi. So if animal they want to cross here to go to Mikumi, they're gonna use this corridor. We also having the availability of the spiritual here, and the locals who lives nearby Miseni, by means in the Gongo village, they use this spiritual here in the way of in touch with their ancestors. It's a matter of belief. I'm not from this tribe, I'm from a different tribe, but we also really respect what others do believe. All together we can protect and having a benefit of this beautiful, beautiful little paradise. La nuit tombe sur le village Gongo. Les villageois sortent,
on prépare des chips maillés et les jeunes jouent au billard. Forcément, maintenant, après 9 chapitres en Tanzanie, vous savez ce que signifie cette obscurité dans ma tête de biologiste détraqué. Bon, bah bien sûr, mesdames et messieurs, on va continuer les zappings nocturnes comme d'habitude. Et là, c'est les 3 dernières soirées et mes dernières chances, notamment de voir le fameux Black Mamba. Même si on m'a dit que pendant la saison sèche, c'était très dur de le spotter, plusieurs personnes m'ont dit, mais c'est pas impossible, donc on croise les doigts. Et là, le frisson que je vais avoir si je croise un Black Mamba. Et sinon, en vrai, je kifferais trop bien voir des caméléons, parce que c'est quand même l'Afrique, quoi. Donc ça, plus de chance la journée, mais c'est pas impossible d'en croiser la nuit aussi, quoi. Donc voilà, caméléon, serpent, let's go. Lors de mes sorties nocturnes au village Gongo, c'était vraiment l'orgie d'arthropodes. J'ai observé tellement d'espèces différentes appartenant à tellement de taxons, et ce serait long de tout vous passer en vue. Alors je vais essayer de vous la faire courte. LOL. De splendides réduves, surnommées punaises assassines, de redoutables prédateurs d'arthropodes, dont la salive composée d'enzymes digestives entraîne la destruction des membranes cellulaires, menant à une paralysie neuromusculaire et à la destruction des tissus. Je pense que c'est clair pour tout le monde, parmi les insectes, je suis un gros fan d'orthoptères, mais j'apprécie aussi beaucoup les menthes, et j'ai eu l'occasion de maintenir plusieurs espèces dans ma jeunesse. Lors des chapitres précédents, je n'avais croisé que quelques individus par-ci par-là, dans la savane et à la Pugu Forest. En revanche, lors de mon exploration du village Gongo, j'ai croisé une diversité plutôt épatante. Ce spécimen du genre Parasphandale a vraiment un regard hypnotisant. Alors, quand je suis dans un pays où je vous dis qu'il pleut des menthes, il pleut des menthes, parce que là, il y en a une qui vient de se poser, et là, il y en a une qui vient de se poser sur mon appareil photo, quoi. Franchement, je sais plus où donner de la tête, il y a trop d'espèces différentes. Regardez à côté de la taille de ma main. Sérieux, elles sont énormes, je kiffe trop. Ouais, elles sont vachement gentilles et plutôt peureuses. Mais elles sont énormes! Ça va faire maintenant 3 semaines que je suis en Tanzanie, à la recherche de scorpions, en soulevant la moindre pierre. Et là, en allant pisser, et bah qu'est-ce qu'il y a sur le mur du cabanon des chiottes? Un scorpion. Et alors il se trouve que Johnson, il m'a raconté qu'il s'était fait piquer par un scorpion comme ça il y a quelques mois, au bout du doigt, et tout son avant-bras avait enflé et il sentait plus rien, et ça pendant quasiment 1 jour et demi. Donc j'avoue, celui-là, mieux vaut pas se faire piquer, je pense. C'est un scorpion de la famille des butidés, qu'on rencontre en Afrique centrale et en Afrique de l'Est. Il appartient donc à une autre famille que Liocheles australasiae, que nous avions croisé sur l'île d'Iriomote.
Bon, vous voulez savoir c'est quoi la blague? Je spot le premier scorpion au bout de 2 semaines et demie en allant pisser, et en allant me laver les mains, et bah je spot le deuxième scorpion, tout simplement. Franchement, celui-là était pas loin de mon pied. Une nuit, je suis revenu à la greenhouse, là où Johnson m'avait montré les jeunes plants des futurs arbres. Étant donné qu'on est en pleine saison sèche et qu'ils arrosent régulièrement, bah la zone est devenue une petite oasis de vie pour toutes les bestioles du coin. Et j'ai fait des observations plutôt cool. On dirait que notre ami Arnaud a dévoré un baobab. Je vous présente l'escargot géant africain, d'une taille moyenne de 12 cm de long, mais qui peut devenir bien plus gros. Certains d'entre vous le connaissent déjà, car l'Issacatina fulica est une espèce appréciée des terrariophiles, en raison de sa grande taille. Ce monstre a été largement introduit à travers le monde et aujourd'hui il est présent dans presque toutes les régions tropicales et humides du globe. Sa taille imposante et son taux de reproduction rapide ont rapidement posé problème en l'absence de prédateurs naturels. Outre les dégâts aux cultures, l'Issacatina fulica pose aussi un problème en termes de santé publique, étant le vecteur de parasites et d'agents pathogènes dont certains peuvent affecter les humains, notamment le nématode Angiostrongylus cantonensis, responsable de l'angiostrongylose. En fait, notre escargot géant se plaît dans des habitats très variés, du moment que la température et le taux d'humidité sont suffisamment élevés. Pendant la journée, le gastéropode reste enterré, puis quand vient la nuit, il entame sa maraude, comme notre beau spécimen en vadrouille. Certes, j'ai enfin trouvé des scorpions, mais le Black Mamba, ça ne sera pas pour cette fois. Niveau herpétologie, les seuls reptiles que j'ai croisés lors de mes 3 nuits à Gongo, ce sont encore de nouveau les hémidactyles. Il y en avait absolument partout, et j'avais même un beau spécimen qui sortait chaque soir au-dessus de la porte de ma chambre, en embuscade de la moindre friandise chitineuse. Maman. Et va tendre ma porte. Je l'ai déjà dit, mais c'est vraiment le lézard par excellence qu'on retrouve près des habitations. Un soir, je suis parti avec Johnson à moto pour rendre visite à un ami à lui. Et sur le chemin du retour, nous avons croisé un rapace nocturne perché sur une branche au-dessus de la route. Une chouette africaine. Elle appartient au même genre que notre chouette hulotte. C'est classique de la trouver la nuit près des villages. En effet, ici au bord de la piste, c'est facile pour elle de repérer des micro-mammifères circulant dans les espaces dénudés. Plus facile à capturer qu'en forêt. Et soudain, pendant que j'étais en train de filmer la chouette, un cri terrifiant a retenti. En français, ce primate très particulier s'appelle le galago, mais les anglophones le surnomment Bush Baby, littéralement bébé de la brousse. Ce surnom lui vient de ses grands yeux expressifs et surtout de son cri caractéristique qui ressemble aux pleurs d'un bébé humain démoniaque. Et je vous jure que quand vous entendez ça dans la savane, de nuit, tout seul, pour la première fois, vous flippez votre race. J'en avais entendu plusieurs fois depuis notre arrivée en Tanzanie, mais impossible de localiser l'émetteur. Ce son aigu et perçant que le galago utilise pour communiquer avec ses congénères et marquer son territoire peut être entendu à plusieurs centaines de mètres dans les forêts africaines. En plus de ses vocalisations uniques, le galago est connu pour ses sauts impressionnants, grâce à ses pattes puissantes qui lui permettent de se déplacer rapidement de branche en branche et de disparaître dans la végétation en un éclair.
Dans la première partie des interviews, nous avons abordé les actions menées par Issa en collaboration avec Sana, notamment sur la trame verte, la gestion des conflits avec les éléphants et les autres animaux, ainsi que la reforestation dans le corridor. Dans cette deuxième partie, je vais plutôt me concentrer sur les aspects humanitaires et sociétaux. Et cette fois, c'est Geoffrey, le chef d'orchestre. My name is Geoffrey. I'm a teacher by profession. So we teach them about subject issues concerning basic mathematics, science, English, social issues like health, environmental education, and sometimes we play with them different games to rub their minds so as to be active in. Also Sana supports the Gongo Primary School, especially students by giving them the porridge, because before the Sana project porridge, students they go back at home to get lunch. So some students they didn't back to the school. So Sana suggested to start the project of porridge, so they will have something in their stomach which forces them to stay at the school. This also improved their performance for education issues. My name is Abdallah Salum. I am head teacher at Gongo Primary School. Sana Camp give us textbook for kids. They give a student scholarship. For example, 2022, we have get more than 15 scholarship. My name is Emmanuel Maijo. I'm a clinician of this dispensary, Gongo Dispensary. I think it was inaugurated about 10 years ago. So before that inauguration, sick people used to go to the nearby dispensary that's called the Machipwiri Dispensary. Machipwiri Dispensary is about 10 kilometers from here. Other responsibilities that I perform is to give medical advice. I give health education. As you know, I'm alone here working, so I always attend those pregnant women once a month. Another responsibility that I perform here is to attend children who are brought by their mothers. They come on a special day, take body weights. When I arrived here for the first time, I didn't find any blood pressure equipment for monitoring. They brought about 2 or 3, so now I can easily determine the blood pressures of the patients. That's very vital. They always bring drugs. They gave a computer to this dispensary. As you can see, all these drugs, you must have a computer to request them from the central government. En sortant de l'entretien avec le docteur, je suis tombé sur 2 magnifiques arthropodes. En premier, cette beauté, une mante du genre Idolomorpha, posée sur le rebord de la fenêtre. Elle appartient à la famille des Ampusidés, et forcément, elle me rappelle un peu l'ampuse que j'avais croisée avec mon bro à Bagnols-sur-Mer. Puis, dans un arbuste à côté, j'ai repéré cet énorme criquet, de l'espèce Acanthacris ruficornis. Franchement, sans exagérer, il mesurait quasiment 10 cm de long. On est d'accord que ce truc, ça peut pas être une fourmi vu la taille. Vu la taille du machin, ça peut pas être une fourmi. Mais what the fuck. Et rentre chez moi. Ah non. Ouf.
Voici le deuxième gecko que j'ai le plus vu pendant mon séjour. C'est les Painted Dwarf Gecko. Donc ils sont trop mignons, ils ont la tête jaune. Il y en a qui ont la tête très très jaune. J'imagine que c'est les mâles, mais j'ai pas forcément lu beaucoup d'informations dessus, je connaissais pas avant. Enfin bon, ils sont trop mignons. Et celui-là, il s'est laissé plutôt facilement attraper. Enfin, je l'ai juste fait monter sur ma main. Trop mignon. Et il est parti où? For here, I also work as a camp manager, as to take care and managing the all activities at the camp. We have a house for the staff and we have the house for the volunteers. So sometimes, because we have a lot of projects in this community, we also welcome the volunteers that they want to support our projects. And we give them the accommodation there, and sometimes we also invite them if they can come in tents, they can be together in order to support our SANA projects. Le dernier matin au village, juste avant de quitter Gongo, j'ai eu le privilège d'observer un groupe de singes bleus qui étaient dans un arbre juste au-dessus de ma chambre. Cette rencontre hors du temps avec les primates conclut magnifiquement bien mon séjour. Un grand merci à Johnson et Geoffrey de m'avoir accueilli au village Gongo. C'est principalement avec eux que j'ai passé mon temps et c'est grâce à eux que j'ai pu échanger avec de nombreuses personnes du village et avoir une vision plus globale de ce que peut être la vie dans un coin paumé de la Tanzanie. Merci également à Margot ainsi qu'aux associations Sana et Issa. Et n'hésitez pas à faire un tour sur leur site web pour vous renseigner sur leurs différentes actions si ça vous intéresse. J'ai mis les liens en description. Au travers de cet ultime chapitre, j'ai fait de mon mieux pour vous partager les quelques jours passés au village Gongo. C'est ici que prend fin notre aventure en Tanzanie. Au cours de 10 chapitres, je vous ai emmené avec nous découvrir ce gigantesque pays d'Afrique de l'Est. Nous avons eu la chance d'observer tellement d'animaux emblématiques de ce continent de légende. Pour ce qui est des mammifères, on a été servi entre super prédateurs et mégafaune extraordinaire. L'avifaune fut d'une richesse incroyable, et comme je l'ai fait pour le Japon, je sortirai prochainement un quiz sur les oiseaux d'Afrique de l'Est. On s'est régalé niveau bestiologie lors des nombreuses sorties nocturnes. Notre rencontre avec les Maasai et l'ascension d'Oldonyo Lengai restera une des expériences les plus marquantes de mon insignifiante vie d'Homo sapiens. Le milieu marin a également pris une part importante de l'expédition, avec les 3 chapitres dédiés à Zanzibar. Enfin, terminé par les nombreux échanges avec les villageois de Gongo, fut également très enrichissant d'un point de vue personnel. Forcément, on n'a pas pu tout voir, et notre présence pendant la saison sèche n'a pas facilité l'observation de certains taxons, notamment les serpents, les grands absents de l'expédition. Malheureusement, je n'ai pas réussi à filmer les 2 spécimens que nous avons croisés avec Quentin. Les amphibiens se sont également fait rares, avec seulement 3 espèces. Mais là encore, pas facile en pleine saison sèche. Allez, je vais tout de même vous balancer quelques chiffres sur cette expédition en Tanzanie. Un peu moins d'1 mois sur place. 698 gigas pour 10 540 fichiers ramenés, valorisés sous la forme d'environ 5 heures de film. Tout comme le Japon, c'était un vrai challenge niveau montage et réalisation, et je ne pense pas vous proposer une aventure aussi longue de sitôt. Au travers des 10 chapitres, je vous ai présenté 67 espèces d'oiseaux, 23 espèces de mammifères,
9 espèces de reptiles, 3 espèces d'amphibiens, 38 espèces d'actinoptérygiens, 1 espèce de chondrichtien, 75 espèces d'insectes, 11 espèces de crustacés, 7 espèces de myriapodes, 18 espèces d'arachnides, 11 espèces de mollusques et 22 espèces d'échinodermes. Et encore une fois, je vous parle même pas des plantes car je suis toujours pas doué en bota. Un immense merci à Charles Chazi de nous avoir accueillis en Tanzanie et de nous avoir organisé cette expédition de folie. C'est sûr qu'avoir un pote qui a vadrouillé dans le pays pendant 2 ans à moto et qui parle swahili, ça aide pour vivre une expérience de dingue. Forcément, je remercie Cantini, c'est un peu mon Sam Gadji de la bestiologie. Je sais qu'il va vous manquer, mais vous serez probablement amené à le revoir apparaître dans le futur de cette chaîne. Dédicace aussi à toi, la Mali, où que tu sois maintenant. J'espère que cette aventure naturaliste en Afrique vous a plu, que vous avez appris des choses et que ça vous a donné encore plus envie de vous intéresser aux vivants. Aya marafiki, asanteni sana. Nawashukuru na nawatakia wote siku njema tuko pamoja. Asanteni sana, tukutane kwa filamu nyingine.